Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Merci d'avoir organisé cet événement qui va nous permettre en effet d'aborder la question du haut potentiel intellectuel. Alors, je vais me présenter, je vais faire une première partie de présentation et puis je céderai la main au docteur Anne-Sophie Belloin, avec qui je travaille depuis nombreuses années, on va dire. De nombreuses années. Donc, nous nous connaissons bien maintenant. Et on a eu pas mal de réflexions autour de cette question de haut potentiel intellectuel dans le cadre de l'hôpital de jour où nous travaillons, que le docteur Belloin a fondé, où on reçoit des enfants et des adolescents en difficultés scolaires, confrontés à des difficultés scolaires persistantes et pour lesquelles on mène une investigation diagnostique. Alors, le haut potentiel intellectuel, déjà, je voudrais attirer l'attention, comme l'a fait M. Henrard pour le TDAH. Voilà, on a, au sujet du haut potentiel intellectuel, hein, comme pour le TDAH, nous avons beaucoup de mythes et croyances qui sont venus finalement polluer et interférer dans la lisibilité qu'on avait des problématiques des enfants et des adolescents que nous rencontrons. Ces mythes et croyances sont liés à des biais perceptifs et des biais de généralisation chez les psychologues et aussi aux études qui étaient menées il y a encore quelques années, à savoir qu'on avait l'impression que toutes les personnes avec un haut potentiel étaient en difficulté. Or, nous avions une population consultante. Ça reviendrait à dire que toutes les personnes que je reçois qui sont déprimées et qui ont les yeux marrons, eh bien, ça m'amènerait à conclure que toutes les personnes avec les yeux marrons sont déprimées, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, on a plusieurs axes de croyances. On a notamment l'idée que le HPI, la personne avec HPI est intolérante, a une frustration, un seuil rapidement atteint à la frustration, avec de manière sous-jacente une idée qu'il ne supporte pas l'injustice. Bon, finalement, quel enfant aime être soumis à l'injustice? Aucun. Donc, on voit déjà que dans les faits, c'est un peu biaisé. La pensée en arborescence, alors là, on a ça encore de manière assez récurrente. Et bien souvent, quand un parent arrive et nous indique qu'il y a une pensée en arborescence, on se note dans un coin de la tête quand même d'investiguer le TDAH. Hein. L'hypersensibilité, alors ça c'est pareil, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'hypersensibilité sensorielle? Est-ce qu'on parle d'hypersensibilité émotionnelle? Si on parle d'une hypersensibilité émotionnelle, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les études sur base déclarative disent qu'il y a environ 15 à 20% des personnes qui seraient hypersensibles, ce qui n'est donc plus discriminant. On a aussi évoqué chez les HPI des problèmes relationnels, sociaux ou scolaires, et toutes les études, je ne les ai pas mises ici, mais on les tient à votre disposition, convergent dans le sens de pas du tout une symptomatologie qui n'est pas du tout liée au HPI, en tout cas pour les personnes qui auraient des difficultés de ce type. Alors, les médias ont également largement contribué aux stéréotypes du HPI, avec des personnages qui ont des caractères bien trempés et qui ont en effet des difficultés à gérer quelque peu les relations sociales, avec soit une extraversion, soit de l'intraversion. Aussi des HPI qui ont des conduites à risque, des consommations, hein, pour Sherlock Holmes ou Dr House. Et on voit ici tout de suite qu'en fait, il y a une notion d'intelligence, mais il y a aussi une notion de personnalité qui se dessine. Et en fait, l'intelligence, elle vient se greffer sur une personnalité. Hein, donc, c'est bien là qu'il faut aussi différencier déjà un petit peu la notion de HPI d'un fonctionnement social, en fait. Alors, on a au niveau de l'intelligence, en fait, donc de la haute intelligence ou de la haute intelligence, donc du HPI, on a des études récentes et bien construites, bien documentées, qui nous indiquent qu'il n'y a pas d'échecs scolaires massifs chez les personnes HPI, voire c'est plutôt un prédictif d'une très bonne réussite académique. On a des comportements qui sont plutôt en faveur de bons liens sociaux. Chez les collégiens, notamment, une étude a montré que les collégiens HPI avec de hautes potentialités intellectuelles étaient mieux perçus par leurs camarades comme plus ouverts, plus disponibles, plus à l'écoute.
Et on a, en termes, les études longitudinales qui ont été menées nous montrent qu'il y a vraiment là aussi quelque chose de plutôt favorable quand on est HPI. C'est plutôt un facteur de protection plus qu'autre chose. En ce qui concerne les HPI problématiques, il y en a, on en a qui arrivent dans nos consultations. Et là, en général, on se pose la question de savoir ce qu'il y a derrière. On va essayer de trouver la cause, voilà, ce qui est au niveau étiologique, ce qui se passe, hein, la cause réelle. Et on a à investiguer là un possible trouble neurodéveloppemental. Alors, les troubles du neurodéveloppement, là, on a formalisé en fait les troubles tels qu'ils sont repris dans le DSM-5, qui est donc le manuel des maladies mentales que nous utilisons, qui est reconnu mondialement. Là, on a repris en partie la terminologie du DSM-4 pour vous aider à comprendre et à visualiser ce que signifient les termes pour éviter d'être dans la confusion. Alors, l'intelligence, elle est portée par différentes habiletés sous-jacentes. On a la mémoire, on a l'attention, la parole, le lire, dire, écrire. On a les compétences visio-spatiales, on a tout ce qui relève de la planification, de l'organisation ou encore le sens du nombre. Quand une de ces dimensions ou plusieurs est atteinte, eh bien, on peut avoir en effet un trouble, des difficultés dans les acquisitions et les apprentissages scolaires. Donc, on peut avoir la dysphasie, donc ça c'est un trouble de la communication, un trouble de la parole, dyspraxie, donc tout ce qui est gestuel, avec parfois associé ou concomitant à de la dysgraphie, donc difficulté d'écriture. On peut avoir des difficultés liées au sens du nombre, dyscalculie, ou à tout ce qui concerne le langage écrit. Voilà. Et bien sûr le TDAH, qui est aussi, dont on a parlé précédemment. Donc, ces troubles sont présents dès la conception et ils sont évolutifs et persistants. Leur évolution va aussi dépendre du contexte et de ce qu'on va pouvoir apporter comme réponse pour la famille, l'enfant et les différents lieux de vie de l'enfant. Alors là, on vous présente deux cas qui sont des cas fictifs, mais résultant d'enfants que nous avons pu voir dans nos consultations. Donc, on les a fusionnés de façon à ce qu'ils soient non identifiables, mais très représentatifs de ce qu'on peut rencontrer. Donc là, je vous présente Jeanne. Jeanne, qui est une jeune fille de 14 ans, qui consulte pour des difficultés scolaires, mais aussi un comportement oppositionnel, mais aussi des difficultés liées à des conduites à risque. À 14 ans, elle consomme du cannabis, il y a des crises, il y a des fuites de la maison, à la limite de la fugue. Et cette petite fille, cette jeune fille, en fait, a eu un repérage de haut potentiel à 8 ans, avec une pensée dite en arborescence, donc une incapacité à se focaliser sur une idée, des sauts du coq à l'âne, voilà, beaucoup d'agitation. Et puis on est resté sur cette idée de haut potentiel intellectuel, avec l'éducation nationale qui apportait une réponse qui correspondait alors à ce qu'on véhiculait, à ce qui est encore en circulation autour du mythe du HPI indomptable, voilà, qui pose problème. Et on est resté finalement sur cela jusqu'à ce que les parents décident d'aller plus loin. Et on s'est rendu compte que ces hautes potentialités avaient en partie permis de compenser un trouble du langage écrit, donc une dyslexie, qu'elle avait également un TDAH. Donc on voit là très clairement que le HPI a finalement caché une des causes possibles du mal-être de Jeanne et des difficultés que cela a pu représenter au niveau relationnel et au niveau familial. Évidemment, Jeanne, elle vivait comme ça depuis toujours, donc elle avait beaucoup de mal à exprimer qu'elle se sentait agitée ou qu'elle avait des difficultés à l'écrit, et quand bien même, tout ça était souvent ramené à la question du haut potentiel. C'était normal, elle était au potentiel, donc les hauts potentiels ne font pas attention quand ils écrivent, ils ne sont pas attentifs aux détails, les hauts potentiels sont agités, et finalement, on la renvoyait à quelque chose qui était un peu de l'ordre du fatalisme. Donc, à partir du moment où on sait ça, on peut accompagner Jeanne plus efficacement, on peut accompagner ses parents, on peut faire de la psychoéducation et on peut apporter des solutions, tant sur le plan familial que scolaire. Autre cas, puisque le HPI peut en effet masquer des sources de mal-être, mais
Le HPI peut également être masqué par des troubles neurodéveloppementaux. Donc ici, autre cas d'un jeune, 18 ans, Roméo, qui est opposant et un peu mutique en maternelle, puis à nouveau au collège et au lycée, avec un diagnostic de troubles du langage, donc de dysphasie et de dyslexie dans l'année vers 8 ans, hein, puisqu'on a commencé à l'évaluer à 6 ans, mais il faut pour la dyslexie notamment attendre 2 ans d'apprentissage de l'écrit pour pouvoir poser clairement ce diagnostic. On lui a fait doubler le CE1, on a fait un PAP qui a été poursuivi au collège et au lycée. Il a eu l'orthophonie jusqu'à la fin du lycée. Il a fait de l'ergothérapie pour un passage à l'ordinateur. Et puis finalement, à 18 ans, ce jeune tombe en phobie scolaire. Il finit la terminale, mais il abandonne l'année de son BTS parce qu'il sature. Il n'arrive plus à se lever et on retrouve vraiment les signes caractéristiques du refus scolaire anxieux avec une plainte somatique, une détresse émotionnelle au moment de se rendre en cours. Et là, en fait, on fait un bilan de QI, on se rend compte qu'il a un très haut potentiel intellectuel. Et en retravaillant avec ce jeune, on se rend compte qu'il a passé de nombreuses heures, notamment dans les cours de mathématiques, dans des cours plus scientifiques, à beaucoup attendre, en fait, à être vraiment dans une forme d'ennui scolaire massive qui a conduit à une forme de bore-out, hein, d'épuisement par l'ennui et d'anxiété réactionnelle. Donc, bon, ça arrive tardivement, c'est bien dommage, mais en tout cas, il a réussi à avoir des éléments là qui ont pu mettre du sens sur son parcours et sur les difficultés qu'il a rencontrées tant au niveau scolaire que familial. Alors, on utilise en fait dans le cadre des psychothérapies qu'on mène, on utilise un outil qui est un modèle qui nous permet de prendre en compte les différentes caractéristiques de l'individu, mais aussi les facteurs externes liés au fonctionnement du haut potentiel. Alors, ça vaut pour le haut potentiel intellectuel, ce modèle vaut pour tout le monde finalement, hein. Donc, on va regarder la construction identitaire, hein, quelles sont les caractéristiques intrinsèques de la personne. Est-ce qu'on a une personnalité plutôt optimiste, plutôt calme? On va regarder comment elle se comporte au niveau de l'adaptation sociale. Est-elle résiliente? Est-elle plutôt dans l'agressivité? Donc, toute une série de choses qui vont nous indiquer aussi comment accompagner la personne au mieux. On va regarder comment elle peut accomplir son potentiel. Alors, il y a 2 axes. L'axe de la confiance en soi. Est-ce que cette personne a envie, a la motivation et la confiance en elle suffisante pour accomplir ce potentiel? Et puis, est-ce qu'on n'a pas des troubles d'apprentissage sous-jacents? Est-ce qu'on n'a pas des atteintes qui ne permettent pas l'accomplissement du potentiel? En termes de facteurs environnementaux, on va aussi regarder comment se déroule la vie au collège, au lycée, en primaire, et puis également la vie de famille, pour essayer d'avoir un maximum d'informations pour aider les jeunes. On a le parcours scolaire avec donc le bore-out qu'il ne faut pas oublier, hein, l'ennui scolaire. Dans les consultations libérales que j'ai quelques jeunes qui sont en phobie scolaire au collège du fait d'un bore-out, donc d'un épuisement qui les conduit à un état de stress très élevé et puis des relations très conflictuelles à la maison du fait de cet ennui, de ces longues heures passées à attendre, soit parce qu'ils comprennent plus vite que les autres, hein. Le HPI, c'est juste une notion de vitesse de traitement de l'information. Il n'y a pas de surpouvoir, hein, ce n'est pas quelque chose de différent. Et puis, la question de l'adolescence au niveau des facteurs de personnalité, puisqu'à l'adolescence, on va avoir des questionnements très forts sur qui on est, ce qu'on a envie d'être, les valeurs de nos parents. Donc, tout ça va aussi nous conduire à possiblement des relations plus conflictuelles avec nos parents. Alors là, je vais laisser Dr Belloin prendre la main et se présenter. Bonjour, merci également de m'avoir invitée. Donc moi, je suis pédiatre du neurodéveloppement et donc je travaille avec des jeunes et des adolescents en situation de difficulté scolaire et j'essaye
avec l'aide de toute l'équipe de l'hôpital de jour, de détricoter un petit peu la situation. Et effectivement, on se retrouve parfois à évoquer, alors que la porte d'entrée, c'est des difficultés scolaires, une potentialité au-dessus des normes attendues. Et on essaye après de détricoter tout ça. En tout cas, cette recherche exploratrice nécessite une expertise pointue, multidisciplinaire. On en revient à ce que disait notre collègue précédemment sur le TDAH. Il faut des équipes formées pour pouvoir vraiment faire le point et faire la part des choses dans les différents éléments que l'on a à notre disposition. Ça prend du temps, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur un coin de table. On a besoin d'avoir les retours de l'école, on a besoin d'avoir le retour de la famille, et puis surtout d'être en échange avec le jeune pour savoir ce qui peut se passer. Donc, dans ces profils d'enfants à haute potentialité, mais qui sont confrontés à des difficultés ou à des comportements problématiques, on va essayer de voir si on ne rentre pas dans des difficultés qui relèvent de troubles psychoaffectifs ou timiques. Quelle dynamique familiale porte ce jeune? Est-ce qu'elle est aidante ou pas? Au niveau scolaire, quel est son vécu, tant académique que relationnel et social? On va donc s'intéresser à d'éventuels troubles de la communication sociale plus générales, qui peuvent s'inscrire dans un trouble du spectre de l'autisme, mais pas que. Dans le DSM-5 dont parlait Marjorie tout à l'heure, il y a bien un item dans le champ de la communication qui est la communication sociale. Et on va rentrer dans le champ du trouble du spectre de l'autisme à partir du moment où ce trouble de la communication sociale va être associé à des comportements répétitifs, à des intérêts restreints ou autres. Mais il y a vraiment un champ de trouble de la communication sociale qui peut être isolé, hors TSA. On va se poser la question aussi, vous l'aurez compris par rapport à l'exposé précédent, de la présence ou pas d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on peut se poser aussi la question sur des situations qui se sont un petit peu ancrées, enquistées d'un trouble oppositionnel par provocation, donc le TOP, où l'enfant va mettre un point d'honneur parfois à faire l'inverse de ce qu'on attend de lui pour attirer l'attention. Je résume un petit peu rapidement, mais c'est ce cadre-là du TOP de l'enfant qui va provoquer. Et puis, on va aussi aller chercher les troubles 10. Comme vous l'a évoqué Marjorie, c'est des troubles dans le champ des apprentissages scolaires, mais pas que. Il y a les acquisitions avec la coordination du geste, donc ce qu'on évoquait en dyspraxie ou dysgraphie quand ça concerne le geste graphomoteur. On peut avoir des troubles donc, dans la communication, troubles de la parole ou du langage. Et tout ça fait qu'il y a beaucoup d'hypothèses à aller invalider ou confirmer. Et il serait peu judicieux de se cantonner à cette étiquette de haut potentiel intellectuel pour expliquer tous les comportements problématiques qui sont identifiés. Donc là, je vous ai fait un petit rappel de la constellation des 10, c'est-à-dire une modélisation qu'a fait Michel Habib en 2015 sur l'existence de ces différents 10. Donc, il y en a qu'on connaît, la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie, mais il n'y a pas que. On voit apparaître la dyschronie, la dysmusie, la dysnésie. Et je vous ai mis en petit spot à côté l'incidence, les dernières incidences qui ont été rapportées par Michel Habib, mais également Madame Mazot en 2021 sur ces différents troubles. Et on voit que c'est loin d'être anecdotique, puisqu'on parle d'une population, de troubles qui peuvent affecter 3 à 8% de la population des enfants scolarisés. Après, ces chiffres sont à prendre sous réserve et sont difficiles à obtenir. Il existe de nombreuses comorbidités au sein de ces troubles. L'idée, c'est d'essayer de comprendre chez des enfants qui nous arrivent avec l'étiquette multidis. En fait, c'est très rare le multidis. Par contre, en diagnostic étiologique, par contre, il est relativement fréquent de trouver plusieurs champs atteints au sein d'un même enfant. Mais l'idée, c'est ce à quoi on s'attelle, c'est de retrouver le trouble primaire dont les conséquences
entraîne des troubles secondaires. Par exemple, un trouble du langage oral, dysphasie, 20 à 40% des cas, va entraîner une difficulté d'entrée dans le langage écrit et donc va donner ensuite une symptomatologie de dyslexie, dysorthographie. Mais il n'est pas et dysphasique et dyslexique, c'est un enfant dysphasique qui a eu comme conséquence des difficultés à entrer dans l'écrit. Donc, on retrouve des parallélismes identiques entre la présence d'une dyspraxie, dysgraphie avec la dyslexie dans 20% des cas, ou des associations, si on part du TDAH, par exemple, vous voyez qu'on retrouve dans 50% des cas une dyspraxie associée, dans 40% des cas une dyslexie. Donc là, qu'est-ce qui est, pardonnez-moi l'expression, la poule ou de l'œuf? Parce que vous imaginez bien que la prise en charge ne va pas être la même. Si on traite le TDAH, mais qu'en fait, on est sur un TDAH de type secondaire, entre guillemets, bien sûr, eh bien, on va mettre des patchs, mais on ne va pas atteindre la source première des difficultés de l'enfant. Et ce TDAH va être plus un TDAH par effet double tâche ou par non-automatisation des gestes ou de la lecture, donc lié à une surcharge cognitive. Mais si on ne s'attaque pas à ce qui est responsable de la surcharge cognitive, on gardera des symptômes de type TDAH. Donc voilà, il faut essayer de détricoter un petit peu la symptomatologie du jeune qui, accessoirement, a une étiquette d'HPI pour essayer de pouvoir mener à bien nos recommandations d'aménagement, de rééducation et pouvoir récupérer le potentiel maximum de ces enfants. Donc, en résumé, par rapport à ce qu'on vient de vous dire, le HPI, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas la source de problèmes relationnels, ce n'est pas la source de souffrance individuelle ni de synonyme d'échec. Le HPI seul, c'est au contraire plutôt un atout potentiel pour une réussite scolaire ou personnelle. C'est en tout cas le reflet d'une efficience intellectuelle forte et rapide. Ça peut s'apparenter un petit peu à un athlète, un sportif de haut niveau. Et surtout, c'est, enfin pas surtout, mais c'est avant tout une zone statistique sur une évaluation cognitive d'efficience intellectuelle dans un continuum. Mais voilà, il ne faut pas en tirer d'autres conclusions que ça. Le HPI n'arrivera à sa pleine réalisation qu'en fonction du contexte porteur social, culturel, scolaire, d'un environnement affectif adéquat, d'un parcours scolaire adapté et surtout de sa personnalité propre. Ces quatre éléments sont primordiaux pour la réalisation du plein potentiel d'un HPI. L'HPI, c'est le tronc de l'arbre, c'est la base sur laquelle va se développer un enfant, un ado ou un adulte, et que les manifestations qu'il peut avoir à un instant T de son parcours, de type colère, tristesse, anxiété, provocation, opposition, retrait, dépression, bore-out, donc c'est-à-dire trop d'ennui, en fait, il ne faut pas forcément faire le raccourci rapide, c'est lié à l'HPI. Non, il faut en rechercher d'éventuelles causes de l'ordre des difficultés psychoaffectives, de troubles de la communication sociale, voire un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH, des troubles 10. Et on est dans ces cas-là, dans une terminologie qu'on peut employer, par exemple, pour les HPI associés à un 10, d'être 2 fois exceptionnel, les twice exceptional, qu'on retrouve dans la littérature anglophone. Merci beaucoup. Merci.